vivons désormais dans un monde où l'influence et la manipulation dominent. Prenons par exemple le cas de l'influenceuse ivoirienne Emma Loès. Elle collabore avec beaucoup de marques. Elle a d'ailleurs ses propres marques. J'ai une question pour toi. Pourquoi les jeunes filles achètent des produits recommandés par Emma Loès à des prix beaucoup plus élevés que chez une autre fille qui vend les mêmes produits de même qualité et beaucoup plus moins cher au quartier? Eh bien, c'est parce que Emma Loès est devenue, grâce à sa célébrité, une figure d'autorité pour ces jeunes filles qui veulent devenir comme elle. L'entreprise de TapTapSend a très bien compris le pouvoir des figures d'autorité et elle a pu s'implanter en Afrique en un temps record, en utilisant tout simplement des influenceurs et des artistes pour faire leur publicité. Presque tous les influenceurs ont un code promo TapTapSend. L'objectif des marques n'est pas de te convaincre directement que leur produit est excellent. Au lieu de ça, ils se concentrent pour te convaincre que d'autres personnes que tu admires considèrent déjà le produit comme exceptionnel. Si tu as déjà lu des avis sur Amazon avant d'acheter un produit, ou alors choisi une série populaire sur Netflix en fonction du pourcentage de popularité qui est d'ailleurs affiché sur la plateforme, alors tu as fait l'expérience du pouvoir de la preuve sociale. Ce concept qui est basé sur la figure d'autorité est en train de mourir dans les pays occidentaux. Surtout en France parce que des influenceurs recommandaient des produits dont ils n'avaient pas la certitude des bienfaits. Des produits qui provenaient des boutiques de dropshipping qui venaient de voir le jour. Malheureusement, beaucoup de leurs fans ont fini par constater que ces produits ne valaient pas la peine. Maintenant, la tactique que les marques utilisent, c'est de prendre des personnes lambda qui ont juste un compte sur les réseaux sociaux, qui vont d'ailleurs payer beaucoup plus moins cher que des influenceurs, et ces personnes vont tout simplement témoigner des bienfaits de la marque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les UGC, User Generated Content. Alors installe-toi correctement, voici l'analyse de comment les marques manipulent nos esprits. En 2018, Nike a fait un choix très inattendu en prenant un joueur de football américain, Colin Kaepernick, comme son porte-parole pendant leur campagne publicitaire. Avec le message puissant, croyez en quelque chose, même si cela signifie tout sacrifier. Mais je voudrais te rappeler ici que Nike a fait ce choix après que Colin Kaepernick s'est agenouillé pendant qu'on chantait l'hymne national pour lutter contre le racisme et les violences policières. La raison derrière cette décision audacieuse de Nike réside dans le pouvoir de créer une unité avec un segment spécifique de leur public qui adhère au message de Kaepernick. Créer des groupes tribaux permet tout simplement aux marques de créer des liens beaucoup plus forts et un sentiment de solidarité. Les marques comprennent que lorsque les consommateurs les perçoivent comme faisant partie de leur tribu, ils sont beaucoup plus favorables à leur faire confiance, à les soutenir et donc acheter les produits. Pour Nike, cela va au-delà des chaussures et des vêtements. Leur but était donc de s'allier à une tribu pour l'égalité raciale et la justice sociale. En s'alignant donc sur les valeurs de cette tribu, Nike se mêle à leur identité et l'achat de leurs produits devient un geste symbolique d'appartenance à une communauté engagée dans un changement social. Il s'agit de bien plus que d'acheter des produits. Il s'agit maintenant de rejoindre un mouvement. Les marques utilisent toute une série de tactiques psychologiques pour nous orienter vers leur perception désirée. Elles ont évolué au-delà de la simple vente d'un produit. Maintenant, elles vendent un sentiment d'appartenance à un groupe qu'elles souhaitent d'ailleurs que nous adoptions. Un branding habile et un design captivant vous attire à les rejoindre. Mais nous devons nous poser la question, comment est-ce qu'elles y parviennent? Le branding d'entreprise n'est-il pas donc un simple stratagème manipulateur? Lorsque vous achetez par exemple un produit, que cela soit le meilleur ou le pire, vous envoyez déjà un message à vous-même et au monde extérieur sur vos convictions. Donc même le choix de ne pas porter de marque est en soi un choix anti-marque. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé la publicité de Nike avec Colin Kaepernick et ont exprimé leur indignation sur Twitter. Certains ont même boycotté Nike en brûlant des chaussures qu'elles avaient déjà achetées.
Mais cette réaction a finalement offert une publicité gratuite à Nike et ceux qui soutenaient déjà les valeurs de la marque se sont encore plus unifiés au sein de leur tribu. Ce phénomène s'aligne avec le principe d'unité. Attaquer une marque est perçu comme une attaque personnelle envers ses supporters. Au final, Nike a engrangé 6 milliards de dollars de bénéfices grâce à cette controverse, démontrant donc le pouvoir de l'unité et du tribalisme. Mais lorsqu'une entreprise s'engage dans les causes sociales, il est essentiel de questionner leur sincérité parce que leur objectif principal est de réaliser des profits. Et s'ils ne trouvaient pas le parrainage de Kaepernick rentable, ils le laisseraient probablement tomber. Les marques mettent aussi souvent en avant des témoignages de clients satisfaits ou alors des critiques positives ou des statistiques de vente pour montrer que d'autres personnes apprécient le produit. Cela encourage tout simplement les consommateurs à se sentir plus en confiance pour effectuer un achat. Parlons maintenant de la manière dont cela peut être manipulatoire ou contraire à l'éthique. Tout d'abord, il est extrêmement facile pour les entreprises de tromper en créant de faux avis en ligne, ce qui est d'ailleurs assez répandu. De même, les faux témoignages sont également courants, ce qui contribue également aux pratiques trompeuses dans le domaine de la preuve sociale. Prenons le cas du Ponzi lié Bimal. Ils ont utilisé des médecins, des ministres, des journalistes pour gagner la confiance de la population. Parce que la masse se dit que si ces élus-là font confiance en l'entreprise, alors pourquoi pas eux? Et c'est comme ça que même des CEO d'entreprises ont perdu plus de 200 000 euros. D'ailleurs, les pertes s'annoncent en millions d'euros. Tu as déjà reçu des échantillons gratuits ou alors des essais gratuits ou même des cadeaux de la part d'une marque, alors tu t'es déjà fait avoir parce que c'est une tactique pour t'inciter à acheter leurs produits. En retour, tu te sens redevable lorsque tu reçois quelque chose de gratuit. Robert Cialdini l'explique très bien dans son livre Influence et manipulation. Si vous voulez être influent auprès des gens, vous ne devez pas demander qui peut m'aider ici. Vous devez plutôt demander qui puis-je aider ici. Et c'est ce que la plupart des marques qui réussissent font. Les médecins américains touchent en moyenne 227 000 $ par an. Mais ils peuvent être influencés par des repas gratuits offerts par certaines entreprises. Une étude récente sur plus de 279 000 médecins a montré que même les repas bon marché de moins de 20 $ peuvent affecter leur prescription de médicaments, les poussant donc à favoriser des médicaments de marque plus chers que les autres. Et cet effet est probablement inconscient parce qu'aucun médecin n'admettrait être influencé par de simples tranches de pizza. Une découverte donc surprenante qui souligne donc l'impact subtil que les marques utilisent pour nous influencer. Les marques peuvent également créer un sentiment d'urgence en indiquant que leur produit est en quantité limitée ou qu'une offre spéciale est disponible pour une durée limitée. Par exemple, tu verras très souvent écrit sur des sites offres valables uniquement aujourd'hui ou dernier article en stock. Quand Steve Jobs a introduit Apple en 2008, il a organisé son marketing pour faire comprendre à la population que c'était la plus importante invention dans l'histoire de l'humanité. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour exclure les compétiteurs. Si tu as un iPhone, les chances que tu aies un AirPod, un Mac, un iPad, etc. sont beaucoup plus élevées. Lors du lancement d'un nouvel iPhone, une file d'attente se forme autour de l'Apple Store, ce qui peut donc donner l'impression qu'Apple ne prévoit pas correctement la demande, alors qu'en réalité, cette file d'attente est due à une stratégie de marketing d'Apple. Leur publicité vise tout simplement à stimuler la demande en créant l'illusion que les approvisionnements sont limités, même s'il y a rarement une véritable pénurie. Apple exploite alors le principe psychologique et économique de la rareté pour susciter le désir chez les clients. Les fans fidèles font la queue, incitant donc d'autres personnes à rejoindre eux-mêmes par peur de manquer l'occasion. C'est ainsi qu'Apple réussit donc à créer un engouement autour de chaque nouveau produit. Mais nous sommes tous d'accord que Apple a tous les moyens nécessaires pour produire autant de téléphones et d'appareils que possible. Apple utilise donc habilement le principe économique de l'irrational value assessment en rendant les iPhones chers. Ce geste commercial génial exploite donc notre tendance à être influencé par le prix et donc à associer la qualité des produits au prix coûteux.
coûteux. Le prix élevé crée donc l'illusion d'un symbole de statut, incitant donc les gens à désirer davantage l'iPhone. Si le iPhone était abordable pour tout le monde, sa considération en tant que symbole de statut devrait tout simplement diminuer. La stratégie d'Apple de proposer donc des iPhones coûteux est un moyen efficace de stimuler la demande. C'est comme ça que nous voyons des jeunes en Afrique qui n'ont pas un travail fixe mais qui ont un iPhone. Parce que Apple a réussi à montrer que le iPhone c'est pour les gens riches, les gens cool. Et vu que nous sommes en général plus dans le paraître que dans l'être, nous sommes capables de vider nos économies pour ces produits. Moi-même j'ai un iPhone, ne vous inquiétez pas. En l'absence de marque, les entreprises pourraient être tentées de produire des articles moins chers et de moindre qualité sans craindre de nuire à leur réputation. C'est une raison de poids pour l'importance du branding. Mais les concepteurs et les marketeurs savent très bien que le branding va bien plus au-delà de la simple préservation de leur réputation. Il s'agit avant tout d'influencer émotionnellement les gens. Ce pouvoir peut être exploité à des fins positives comme négatives. Yeezy c'est juste une chaussure. Coca-Cola c'est juste un jus. Levi's c'est juste des jeans. Mais pourquoi sommes-nous capables de payer beaucoup plus cher pour le même produit? Parce qu'ils racontent une histoire autour de leur marque pour que tu t'identifies à cette marque. Je pense tout simplement que c'est toujours important de s'arrêter un instant et de se poser la question: pourquoi j'achète ce produit? Allez, on se retrouve juste à côté où j'analyse le business du clan Mbappé.